les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Ouais, les amis, Jean-Luc Mélenchon, après 4 mois d'absence et de retour sur les plateaux télé de BFM TV, au micro de je ne sais pas qui sont les journalistes, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Il va parler de quoi? La retraite c'est terminé, mais c'est vrai que Mélenchon nous a vendu du rêve. Ouais, c'est pas terminé, la bataille n'est pas finie, blablabli, blablabla. Mélenchon, c'est fini, Mélenchon. Moi je t'aime bien, mon gars, moi je t'aime bien, j'ai voté pour toi. Mais mon gars, à un moment donné, quand on a perdu, on a perdu. Oh. Dit Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, nous sommes le 18 juin, 23e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Date choisie par l'Élysée pour annoncer la panthéonisation de Missak Manouchian, figure de la résistance française, né en Arménie. Il a été fusillé par les Allemands le 21 février 1944. Il était membre des FTP MOI, mouvement de résistance communiste, et il sera le premier... La main-d'œuvre immigrée, MOI, c'est ça que ça veut dire. Il sera immigré. Ouais, il sera le premier résistant étranger à entrer au Panthéon, avec son épouse d'ailleurs, Mélinée. Quelle est votre réaction? Ah ben moi j'en suis assez satisfait. Le Panthéon, l'idée du Panthéon, c'est une idée de la Grande Révolution de 89. L'idée c'est d'y mettre les personnes dont le comportement, la vie est un modèle et un exemple. Et puis c'est pas fait pour les morts, hein. C'est fait pour les vivants. C'est à nous que ça s'adresse. Donc le message qui nous est adressé par Manouchian, c'est que on peut, de toute nationalité, de toute religion, s'opposer au racisme que représentait, vous avez dit qu'il a été fusillé par les Allemands, mais ces Allemands avaient une caractéristique, ils étaient nazis. Hein. Donc c'était des racistes, assassins, antisémites. Et Isaac Manouchian nous montre que les personnes qui nous entourent, lorsqu'elles sont immigrées, sont des gens qui viennent à la rescousse chaque fois qu'il y en a. Non, ça fait un moment, c'est plus le chef, ça fait un moment qu'il est plus à la France Insoumise, Clérix. A besoin pour une grande Merci cause. Rice pour le sub. Après, il y a un problème, je crois, qui se pose dans le fait lui-même, et sans doute ça va être corrigé, c'est que il va être mis au Panthéon avec son épouse. Ouais. Le cas avait déjà été le même pour Madame Simone Veil, qui est une personnalité extrêmement importante, dont la vie mérite d'être méditée par toutes les jeunes Françaises et les jeunes Français. Mais elle avait été panthéonisée avec son époux, Antoine Veil, qui était un homme charmant. Et elle, là, il va être... C'est qui le nouveau chef? C'est... comment il s'appelle, le mec, la grosse tête, là? Comment il s'appelle? Pas Mathilde Panot, non, le mec, là, avec ses dents cassées, là. Je sais plus comment il s'appelle, avec son gros crâne calvicié. Bompard, voilà, Manuel Bompard. Exactement. Avec son épouse, à laquelle il est extrêmement lié d'amour. Et donc, je trouve que c'est un beau geste d'avoir dit viennent les deux ensemble, mais il ne faudrait pas oublier que, à part être son amoureuse, c'était une guerrière, une combattante et une résistante. Par conséquent, j'estime que son entrée au Panthéon devrait aussi être célébrée en tant que visage féminin de la résistance. Je suis choqué du fait que le rôle des femmes dans la résistance n'est pas assez souvent évoqué. Pourtant, François Hollande l'avait fait entrer, Geneviève de Gaulle... Oui, mais il faut le faire parce que souvent, je vois qu'on oublie. C'est comme si l'histoire était faite par des hommes. Et nous tous, les hommes, nous avons tendance à reproduire ce schéma. L'actualité, M. Mélenchon, nous a conduit ce week-end dans la vallée de la Maurienne. Oui, puisqu'il y a eu hier une manifestation. Plusieurs milliers de personnes contre le projet. Ah, le volet écologique. C'est vrai que Mélenchon, il va nous parler encore de sa planification. De lignes ferroviaires et de tunnels entre Lyon et Turin. Et ce qui est intéressant, c'est que les partisans du projet disent que c'est écologique et c'est que pour qu'il y ait en fait plus de fret et donc moins de camions sur les routes à terme et plus de trains. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça n'est pas un projet écologique? Les partisans du Lyon-Turin devraient changer de registre. Ça n'a pas de sens ce qu'ils racontent. D'abord parce que il y a déjà une voie ferrée qui relie Lyon à Turin. Et elle vient d'être modernisée. Si on y rajoute quelques millions, on peut obtenir une encore plus grande cadence. Or, figurez-vous que cette voie qui existe, on y met aujourd'hui moins de trains qu'on y mettait avant, qu'on les réparait. C'est absurde. Les tunnels qui sont faits, qui ont une distance qui est à peine croyable, plusieurs centaines de kilomètres quand on aura mis tout bout à bout. 157. Ouais, ne seront pas prêts avant je ne sais quelle année. Tout ça ne sert à rien. Par contre, le dégât écologique, et je vous demande vraiment, tous autant qu'on est, on réfléchit quand on a des sujets pareils, on n'a pas d'avis a priori. Moi, la première fois qu'on m'a parlé du Lyon-Turin, j'avais rien contre, je ne savais pas de quoi on parlait. Quand on m'a expliqué, j'ai changé d'avis. Parce que non seulement
cette voie ferrée existe, donc améliorons-la encore un peu, et surtout, il faut y mettre plus de trains. Oui, mais alors, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est très compliqué. Alors, nous avons essayé hier soir d'y voir clair, vraiment, et pour le grand public, c'est compliqué à saisir. Les experts du ferroviaire expliquent, en fait, il y a une topographie, c'est comme ça, c'est la montagne, et que la ligne actuelle est tellement pentue qu'il faut 2 motrices, en gros, pour transporter les trains, et que donc c'est compliqué, qu'on ne peut pas plus la moderniser. J'entends. Il faut 2 motrices. Mettons 2 motrices. Mais le problème, c'est plus économique de mettre 2 motrices que de creuser un trou, pardon. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est pas écologique, monsieur Duhamel, et ensuite vous me donnerez les arguments du Lyon-Turin. Mais pour l'instant, pourquoi c'est pas écologique? Parce que on va sortir de là-dedans une masse de terre qui représente l'équivalent de 7 pyramides, mais surtout, 120 millions de mètres cubes d'eau par an vont dévaler parce qu'on a fait un trou. Or, s'il y a une question qui est aujourd'hui devenue cruciale, c'est celle des réserves d'eau. Quand on a imaginé ce projet, ça ne venait même pas à l'esprit de ceux qui l'ont imaginé. Quant aux spécialistes du ferroviaire, vous apprendrez que le patron de la SNCF, interrogé par Gabriel Amar, qui est député LFI du Rhône et qui est la figure à l'intérieur du mouvement insoumis des questions de l'eau, lui a dit « Ah bah oui, c'est juste une question de volonté politique ». Donc ce n'est rien du tout que d'améliorer légèrement le Lyon-Turin actuel. Monsieur Mélenchon, pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste, il y a aussi un sujet de sécurité qui est pointé du doigt par les promoteurs du Lyon-Turin en disant qu'en l'état, le tunnel ne permet pas d'assurer les garanties de sécurité qu'il faut pour faire passer un train. Et par ailleurs, je rajoute à cette question... Le Lyon-Turin n'est pas certain comme pour sa sécurité? Non, le tunnel actuel, le tunnel du Mont-Cenis, qui n'est pas assez large, avec pas suffisamment, on va pas rentrer dans les détails, mais de galeries... Il ressemble à quoi le Lyon-Turin, vite fait, je regarde. De spi les mecs. C'est intéressant ce petit truc là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bordel ce week-end. Ça ressemble à quoi? Liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin. C'est quoi? Ah ouais, ça traverse Vénissieux jusqu'à Turin comme ça là, en passant par les montagnes, en passant par les Alpes. Wesh, le projet de fou. De l'aéroport, ça traverse Chambéry, tunnel juste là, et ça va à Turin. Le projet de fou furieux. Ah ouais. Ça existait déjà, évidemment. Assurer la sécurité de ce type de ligne. Par ailleurs, là, pour le coup, une question... Pour ceux qui nous regardent, il y aura un quota de l'eau. Ouais, ça va arriver, les mecs. Des écologistes, des insoumis ça va arriver. Défendent le train, disent il faut prendre moins l'avion. Et là, on a une ligne qui a vocation à faire plus de fret ferroviaire. Et non, on n'en veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incroyable contradiction et de paradoxe? Bien, pour vous, bien sûr. Mais pour ceux qui s'intéressent et qui suivent les faits avec sérieux, non. Pourquoi? Les autres sont sérieux aussi. Non, c'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Duhamel. Non, mais on a le droit de vous critiquer ou il faut pas. Oui, mais c'est pas un sujet de sérieux, vous pouvez pas être d'accord. Si c'est une question de sérieux et d'information, de niveau d'information, les insoumis et les écologistes, comme d'autres, ont déposé des amendements dans le débat budgétaire pour augmenter l'argent qu'on donne pour le fret ferroviaire. Ceux qui ont voté contre, c'est l'extrême droite et les macronistes. Voilà la vérité. Par conséquent, quand on fait un tunnel, monsieur, il faut maintenant réfléchir au 21e siècle, pas rester enfermé dans le 20e. Au 21e siècle, on se pose des questions écologiques d'une manière différente. On n'admet pas l'idée qu'il y ait 120 millions de mètres cubes d'eau gâchés, c'est-à-dire la consommation de la ville de Lyon. 1 million de camions par an grâce au projet de Lyon-Turin, c'est ce que disent ceux qui défendent ce projet. 1 million de camions sur les routes en moins. Ce n'est pas vrai. Ah bah écoutez, c'est les chiffres qui sont donnés. Écoutez-moi, monsieur Duhamel, écoutez-moi, juste pour la curiosité intellectuelle. Si on remet le niveau de la ligne actuelle, du Lyon-Turin, actuelle, dans laquelle on a déjà dépensé, je crois, quelque chose comme 300 ou 400 millions pour l'améliorer. Si cette ligne ne valait rien, si elle n'était pas sûre, pourquoi a-t-on mis 300 à 400 millions pour l'améliorer? Si on les y a mis, c'est parce que ça marche. Maintenant, on y met 7 fois moins de trains qu'avant. Donc, si on remonte au niveau où on était avant, premièrement. Deuxièmement, si on y fait quelques améliorations, on passera les camions sur le train. Et je vais vous dire que le programme insoumis prévoit que l'on passe tous les camions sur les trains entre la frontière belge et la frontière espagnole. Tous les camions qui montent du sud de la France jusqu'à la frontière allemande ou à la frontière belge par le train. Pour ça, il faudrait ouvrir, pardon, mais attendez, parce que c'est trop facile de prendre des apparences et de les manipuler. Quand la gare de triage... Le train, on t'a dit, t'es bête ou quoi? Le train, tout va passer par le train. Bon, il rêve un petit peu quand même, hein. C'est vrai que se passer de la route pour faire que du ferroviaire, bon, c'est un peu une utopie, quoi, hein. L'idée est bonne, hein, l'idée est bonne, les mecs, mais est-ce que c'est réalisable sur le fait? Je sais pas. Ça, c'est autre chose, tu vois. De Port de Valence, que je suis allé voir, qui est une gare extraordinaire, qui est évidemment au nord de Marseille, mais qui pourrait accueillir des dizaines de trains qui arriveraient des ports
de la Méditerranée. Et là, il se trouve qu'on a le canal, l'autoroute, la voie ferrée. Cette gare a été fermée. Donc il y a de la part du pouvoir macroniste et des lobbies d'argent qui l'entourent, la volonté de faire surtout des grands travaux qui leur permettent de remplir leurs caisses, mais qui ne servent à rien. C'est pourquoi c'est un grand chantier inutile, qui coûte une masse d'argent. Là, il n'a pas tort, là. Il n'a pas tort. Parce que le creusement a commencé, ça a déjà coûté assez cher d'ailleurs. Mais vous avez raison, on devrait même le doubler, comme ça sera encore mieux. Ça coûte déjà 26 milliards. Non, mais il y a 33 km de tunnels qui ont déjà été creusés. Il n'en reste plus que 200 à faire. C'est pas grave. Moins que ça. Bon, alors attendez, mais c'est pas sérieux. Si c'est une erreur, la seule chose qui est en débat, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est bien? Ça va coûter 26 milliards. Alors... Vous êtes tous sur l'idée que c'est faisable, les mecs? Moi, je dis pas que c'est pas faisable, hein, évidemment. Je dis juste que c'est une utopie dans le sens où les paroles de Mélenchon, c'est bien beau, tout ça, mais il y aura des pressions de la part de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, de la part des lobbies, des grandes entreprises qui vont dire toc 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 Mélenchon, moi je vous aime bien, etc. Mais si les camions, si tous les trains sont complets, moi je fais quoi? J'attends le lendemain pour que les trains ils repartent avec mon camion? Je pense les gars, c'est faisable. Évidemment que c'est faisable. Mais pour l'application, ah là là, les mecs, c'est tellement compliqué. Moi, je pense qu'en termes de logistique, les mecs, je sais pas. Il y aura assez de trains d'eau flat, t'inquiète. Tous les camions sur un train du sud, donc en passant par l'Espagne jusqu'en Belgique ou en Allemagne. Ah, je sais pas, hein. Là, j'ai l'impression En plus, j'ai vu qu'il y avait un article, les gars, comme quoi le fret SNCF va peut-être fermer ses portes. Je crois qu'ils sont en liquidation judiciaire, un truc comme ça. Attendez, je vais chercher la news. Alors, moi, j'ai retenu le chiffre de 26 milliards. Hier, on m'a dit que c'était 30. Enfin, pour 30. Mais peu importe, 26 ou 30. Vous croyez pas que ça serait mieux de l'investir autrement dans le fret pour réouvrir la gare de Port-de-Ballon, pour améliorer l'actuelle voie de chemin de fer? Et je vous dis que si on améliore l'actuelle voie de chemin de fer... Ouais, ça va... Ouais, le fret SNCF va disparaître au 31 décembre 2024 au profit de 2 sociétés appartenant toujours au groupe SNCF. Donc, il y a des postes supprimés. Les flux, donc des frets, sont cédés à la concurrence et il y aura toute une restructuration de l'entreprise fret SNCF, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 2 sociétés différentes. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas possible. Cette entreprise, hein. Moi, on m'a appris en économie, hein. On m'a appris que la SNCF, c'est l'une des seules entreprises de France qui a jamais été rentable. Jamais été rentable. De toute son histoire, hein. De toute son histoire, les mecs. Jamais rentable. Ça, c'est des cours d'éducation économique. Éducation économique, ça existe ce terme? Eh bien, on aura un résultat qui sera supérieur. Maintenant, il y a des kilomètres de faits de tunnels. Mais, eh bien, on va discuter avec les techniciens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce trou? Les techniciens, il a dit. Il y a plein d'idées. Déjà, on pourrait le reboucher. La Poste est... Attends, Alstom, je sais que c'est privé, mais la Poste, c'est privé aussi, les mecs. GDF, EDF, etc., c'est privé, ça, vous êtes sûr? On pourrait l'organiser autrement, parce qu'il y a déjà, ça coule tous les jours, hein, la flotte qui descend de la montagne et qui est perdue. Et on peut l'utiliser de plein de manières. Mais non, c'est pas privatisé, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il y a plein d'idées. La question de la gestion de l'eau, c'est l'argument prioritaire. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis obligé de... Tu vois, ça, c'est le suceur de Bardella. Le suceur de Bardella qui a l'habitude de faire des fake news. Électricité de France, détenue à 99% par l'État. Putain! T'as dit quoi d'autre comme connerie, là? La Poste, Wikipédia. La Poste, je crois que c'est privé. Ouais, la Poste est privée. T'as de la chance. T'as de la chance. La Poste est privée, mais elle est détenue à 66% par la Caisse des dépôts. Donc ça va. La Poste, c'est... ça va. T'as dit quoi d'autre comme connerie encore? Merde, je trouve plus ces messages. Il avait dit Alstom. Alstom, je crois que c'est privé. Non, il a dit GDF aussi. GDF. J'ai oublié de débunk ces fake news, là. Ah, GDF, c'est privé. Ok, t'as de la chance. T'as eu une erreur sur... et Alstom, je crois que c'est privé. Alstom... c'est privé. T'as eu une fake news. Petit bâtard. Attention. T'as de la chance. Porté par les soulèvements de la Terre qui avaient co-organisé cette... Mais il a raison. On va revenir dans un instant à la question de la sécheresse. Mais sur les soulèvements de la Terre, évidemment, vous avez suivi ça. Gérald Darmanin veut leur dissolution. Il devrait l'annoncer en Conseil des ministres mercredi. Question très simple, monsieur Mélenchon. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous condamnez cette dissolution? Je suis absolument contre cette dissolution. Je la juge stupide et d'abord irréalisable, puisque les soulèvements de la Terre n'est pas une association, c'est une fédération d'associations, c'est un groupement. Donc juridiquement, ça n'existe pas.
Deuxièmement, qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne met pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou qui sert de bassine et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan ou qui égorge M. Samuel Monsieur Mélenchon, si je puis me permettre, sur les soulèvements de la Terre, il n'y a pas seulement le fait de s'opposer à certains projets, il y a le fait à Sainte-Soline d'organiser une manifestation qui est interdite et parfois de cautionner ou de ne pas condamner des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Il y a ce qui s'est passé à Nantes, le fait d'aller saccager des cultures qui avaient vocation à essayer de se passer de pesticides. Il y a ce qui se passe ici avec le fait de continuer à aller se mobiliser alors même que la manifestation est interdite. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de rapport à la loi et à la violence dans la façon dont se comportent les soulèvements de la Terre. Non, mais monsieur Duhamel, vous avez raison de dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est le comportement du gouvernement, condamné par l'ONU, condamné par la Cour européenne de justice et condamné... J'ai sacrifié mon abonnement au Patreon de Julia Bayonetta pour m'abonner à toi. Merci Mehdi pour le sub. En plus, j'ai vu qu'elle a posté ses pieds. J'ai vu que Bayonetta, elle a posté ses pieds. Bizarre, hein? Par pratiquement tout l'univers. Bizarre. Des soulèvements de la Terre, il n'y a pas de problème. Pardon, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Il y a donc une pratique violente, délibérée. À Sainte-Soline, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Je répète, Twitter. a été provoquée par M. Darmanin. Quand vous tirez de votre propre aveu 4000 grenades sur 6000 grenades sur 4000 manifestants, admettez qu'il y a un problème. Et quand on jette des pavés sur les forces de l'ordre, c'est de la faute de Gérald Darmanin? Quand vous, monsieur, je vois que vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une confrontation. Voyez-vous, le maintien de ce qu'on appelle l'ordre, ça consiste à trouver un équilibre où tout le monde trouve son compte. Merci, que la société ne veuille pas qu'on fasse des dégâts dans une manif, c'est tout à fait normal et je pense... Mais les manifestants violents, monsieur Mélenchon, ça existe. Les manifestants violents, monsieur, sont punis par la loi. Pourquoi dissoudre toute une association? Par exemple, un journal qui mentirait, on interdirait BFM, ce serait ridicule. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous entendre tout simplement condamner les violences? On ne peut pas défendre l'écologie sans violence. Non, mais attendez, c'est pas la question qui m'a été posée. La question m'a été posée, est-ce que j'approuve ou non la dissolution de l'association? Oui, mais on attend toujours de vous entendre condamner les violences. Mais laissez développer un argument. Oui. J'entends ce que vous me dites. La violence, mais madame, je ne l'ai jamais recommandé. J'ai toujours dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était absurde, que ça servait. Regardez, les gens qui m'écoutaient, écoutez-moi, les gens qui m'écoutaient. Chaque fois que vous jetez une pierre, ces trois-là passent ensuite la moitié de l'interview à me parler de ça, au lieu de me parler du fond de la question. Pardonnez-moi, mais il se trouve que... J'ai compris. Ouais, ça fait mais non, mais vous réclamez la précision, monsieur Mélenchon, soyons précis et honnêtes. Il a dit ces trois-là. Ça commence, hein. Le Mélenchon de la précédente vidéo qu'on a vu, les mecs, ça commence. Ces trois-là me cassent les couilles, ces trois-là. Ça ouf, wesh. Donc, ça fait 3 minutes et 2 questions sur un quart d'heure. La violence, ces trois-là. Elle ne sert qu'à donner les prétextes, à ne parler que de ça. Ah, il est trop fort, Mélenchon. Maintenant, là où je vous interroge tous les deux, et vous trois, et nous tous qui nous écoutez, est-ce que vous comprenez qu'il se produit quelque chose dans la mentalité de la jeune génération? Est-ce que vous le comprenez? La jeune génération est révoltée. La jeune génération doit comprendre qu'ils auraient pas dû voter Macron. Pourquoi vous avez voté Macron l'année dernière? On doit se taper encore 4 ans de Macron. 4 ans. Il est en train de tout privatiser, il est en train de tout décortiquer, dissoudre nos sociétés. Le savoir-faire français. C'est vous. Oui, c'est toi, Clérix, qui a voté Emmanuel Macron. Tu m'as envoyé un snap. Tu m'as envoyé un snap pour me dire j'ai voté Macron, ferme ta gueule de flamingo. C'est toi qui m'as envoyé un snap de ça. C'est toi. C'est toi. Je suis belge. Ah merde. Ah t'es belge. Ok. C'est... À juste titre. Contre l'indifférence au saccage de la nature. Mais ça d'ailleurs a été théorisé. Il est impossible, quoi qu'on fasse, le pouvoir s'en fout. On fait 6 mois de grève, de manifestations, tranquilles, calmes, contre les 2 années de retraite de moins, et il ne se passe rien, il passe en force. Mais le Lyon-Turin, ça fait 2 ans que ça dure, qu'on oppose des arguments, il ne se passe rien. La violence est déclenchée par le refus des autorités d'entendre ce qui se passe. Et vous la justifiez ? Donc ça veut dire au fond, comme il y a un silence de l'État, comme le gouvernement n'entend pas la colère, au fond la violence finit par être une sorte de mal nécessaire. C'est ce que vous dites? Non, c'est ce que vous dites vous. Ben non, mais si vous dites à la fin, la violence, il n'y a pas d'autre possibilité, il y a la révolte. Écoutez, c'est vous qui venez de le dire. Moi, je ne dis pas ça. Je pense, et tout le monde m'a entendu dire exactement le contraire il y a quelques secondes. Donc, monsieur Duhamel, vous perdez votre temps. Ne faites pas les réponses à ma place. Pour ma part, compte tenu de mon expérience de vie dans ce domaine, pas seulement de la dernière manif, de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand il y a eu de la violence et quand il y a eu de la guérilla.
je dis ça ne sert à rien. La non-violence, j'ai le droit, c'est ma philosophie personnelle. La non-violence et la riposte non-violente est la solution. Mais quand des gens font de la violence, au lieu de considérer que ce sont des délinquants qu'il faut immédiatement capturer, dissoudre leurs associations, les mettre en garde à vue sans décision de juge, j'essaye de comprendre. Et je me dis, comment pourrait-on faire pour que les mêmes ne pensent plus que la violence est une solution? J'essaye de réfléchir. Vous demandez comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie. Je voudrais revenir un instant, s'il vous plaît, rapidement. Je dis rapidement parce que... C'est ouf quand même, hein. On peut... Non, c'est ouf quand même, hein. Mélenchon refuse, hein. Mélenchon refuse de dire « je condamne les violences du soulèvement de la Terre ». Il sait très bien qu'il peut se mettre beaucoup de personnes à dos, les pro-écologistes qui adhèrent au programme de la France Insoumise, qui ont tout un volet sur l'écologie, la planification écologique, que beaucoup adhèrent. Mais il a raison de ne pas frontalement dire « je condamne les violences ». Il a raison. Il a raison. Il a raison de passer en soum-soum. Tombe pas dans les pièges des journalistes, mon gars. Ouais, il tombe pas dans les pièges. La question de l'eau, d'un mot, parce qu'on a vu des cartes là passer. Merci Cynthia pour le sub. Jure, en fait, par système de miroir assez étonnant, la sécheresse est installée au nord, il manque pas d'eau au sud, mais cela va évoluer dans les semaines qui viennent. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, selon vous? Est-ce que les gens qui ont des piscines, on leur dit vous ne les remplissez pas? Est-ce que les infrastructures publiques, de la même manière, on arrête d'arroser? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ou est-ce que ça doit être différent? Il faut aller jusqu'où il faut. Si on manque d'eau, il faut faire des priorités, n'est-ce pas? Là, je réponds comme quelqu'un qui essaye de réfléchir rationnellement. Si il manque d'eau, alors il faut rationner l'eau qu'on utilise, ou l'utiliser à bon escient. Bon, peut-être que c'est pas urgent d'arroser les golfs. Peut-être qu'il y a certains arrosages en plein midi que j'ai vus sur des cultures qui sont absurdes. C'est-à-dire, nous devons arrêter d'exporter de l'eau. Par exemple, quand on arrose un champ de maïs qui est destiné à aller nourrir les poules chinoises, non seulement nous nourrissons ces braves bêtes, mais nous exportons de l'eau. Il faut donc cesser d'exporter de l'eau. Il faut cesser d'arroser tout et n'importe quoi. Mais je voudrais vous dire qu'une fois de plus, le problème n'est pas traité comme il le faut avec sérieux. Voyez-vous, j'ai commencé ma campagne présidentielle à 2 ans avant l'élection, c'est dire, j'ai pris le temps, et j'ai commencé par un meeting sur l'eau. Et pour que ça capte l'attention, malheureusement, je n'y suis pas arrivé, on avait fait un meeting en réalité augmentée. Hein. Bon, ça n'a rien donné. J'ai essayé à plusieurs reprises, et là, pour le coup, c'est pas la faute de la presse. Parce que, bon, pour une fois. Oui, pour une fois, comme vous dites, mais pas toute la presse, parce que je n'ai pas intéressé à rien, mais l'AFP, oui. Et ils avaient fait plusieurs communiqués pour dire ce qu'on était en train de dire. Et je lançais l'alerte. Alors maintenant, je vais en faire une autre. Et je vous demande de m'écouter. La situation va s'aggraver. Pourquoi? Parce que la fonte des glaces va plus vite que prévu, ce qui signifie que l'eau froide qui descend dans l'océan universel est plus importante, et donc le tapis roulant qui fait le tour depuis l'Atlantique, ensuite revient comme ça, qui est un tapis roulant de courant dans la mer, est modifié, ralenti, et à certains endroits, il s'arrête. Par conséquent, les saisons vont changer, et vous avez fait remarquer que c'est curieux, le sud et le nord ne réagissent pas de la même manière. Vous n'avez pas fini d'en voir, et nous sommes entrés dans une ère de grande incertitude. Par conséquent, ce que le pouvoir n'a pas fait, alors que les gars, juste pour savoir comment se trouve ma communauté, comment se situe ma communauté, il y a des bandeurs d'apocalypse ou pas sur mon stream? Genre, est-ce qu'il y a des bandeurs de fin du monde, catastrophe, ouah, je suis content, il y a des séismes partout et tout? Il y a des mecs comme ça sur mon stream ou... Pour savoir. Oui? Comment on appelle ces mecs-là, là? Pas les survivalistes, mais... Bon, si, c'est des survivalistes. Pas du tout, non. Il y a eu un oui, hein. Il y a eu un seul oui. Non, pas anarchiste, les mecs, c'est... Pas anarchiste, je pense, je dirais survivaliste. Complotiste. Ah, c'est la collapsologie. What? Collapsologie. Oh, c'est stylé. La théorie de l'effondrement global et systémique de la civilisation. Let's go! Eh, c'est incroyable! T'as vu, Echo, tu mets des points d'interrogation. Eh, nous, on t'apprend, frère. On t'apprend, mon gars, c'est quoi les bails? Il y a tout un truc sur la... Mais ouais, c'est brut, ils ont fait un... Mais non! Donc, il y a des collapsologues dans mes streams. Wesh, incroyable! C'est des malades, ces gens. Moi, ma collapsologie, elle s'arrête que à la France, les mecs. Elle s'arrête que à la France. Genre, je suis collapsologue sur le downfall des Jeux Olympiques. Juste les JO. Le reste, je m'en bats les couilles. Juste les JO, l'effondrement de la France.
pour les JO. Voilà, on est d'accord les frères. Voilà, je vous serre la main, Juste les JO. Et après le reste, je m'en bats les couilles. Mais le monde entier doit voir dans quel état se trouve notre ligne ferroviaire, le RERB, le RERD, le métro 4, le métro 7, les métros automatiques. Non, je veux le downfall. Après le reste, ça y est. Le reste, je suis pas collapsologue. Qui a été donné. Alors que tous les scientifiques donnent le métro 13 aussi, métro 13. Les politiques qui s'intéressent à l'écologie n'a rien fait. On n'a même pas acheté un Canadair de plus. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, vous ne savez pas comment on fera pour amener de l'eau dans les villages où il n'y a plus d'eau. Et puisque vous me parliez tout à l'heure du Lyon-Turin, il y a 16 puits pour puiser de l'eau qui sont asséchés du fait du Lyon-Turin, ce qui est contraire à toute la loi. Mais du coup, alors, sérieux, mais c'est une dinguerie. Les mecs, on peut pas récupérer l'eau de mer? Genre, retirer le sel qu'il y a dans l'eau de mer pour ensuite la consommer, ça n'existe pas, c'est trop cher, c'est comment? Y a pas un mec qui a développé une technologie? Ah, c'est trop cher. Ça coûte trop d'énergie, très coûteux. Ça demande beaucoup d'énergie. Désaliniser l'eau coûte cher sa mère. Ah ouais. Et l'eau de pluie, on peut boire l'eau de pluie ou pas? Genre, est-ce qu'on peut boire l'eau de pluie ou... On va commencer à stacker les Volvic, hein? Non mais les mecs, je pense sincèrement qu'il y aura un de ces bordels liés à l'eau. Les sécheresses, elles sont accélérées d'année en année. On a une immigration climatique parce que les gens, ils ont tellement plus d'eau, ils ont tellement plus de nourriture, la famine détruit leur pays. Ils sont obligés de se déplacer dans d'autres pays. Ah, c'est une dinguerie, les mecs. Vous voyez la série The Walking Dead? Vous voyez la série The Walking Dead? Ça arrive bientôt, les mecs, je vous le dis, ça arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous dites que le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait. On va se faire rationner, bah ouais. Oui, non, mais déjà, alors c'est à moi de débrouiller la situation. Dans ce cas, élisez-moi tout de suite, hein, parce que je m'en occupe. Non, mais comme c'est vous qui êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose la question à vous, si vous voulez bien. Comme M. Macron sera là, je lui poserai la question différemment, mais sur le même sujet. D'accord, merci. Non, mais vous avez raison, on peut se marrer un peu quand même. C'est des sujets un peu graves. Hein. Bon, alors, déjà, on commence par dire où il va manquer de l'eau. Parce qu'on sait à peu près. Les villages où il y avait déjà un problème. Les villes, parce que je vais vous dire, il y a un endroit où il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois, c'est la Guadeloupe. D'ailleurs, là aussi, l'ONU nous a dit, c'est vrai. Sans eau. Ouais, c'est vrai qu'en Guadeloupe, il se passe une dinguerie en ce moment et l'ONU s'est occupée de ce dossier. Il y a quasiment plus d'eau potable en Guadeloupe, c'est une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie. L'ONU, hein. 3 ans, passons. Putain. Mais 5 ans, mais 6 ans, mais 10 ans. Et vous faites toujours rien, les Français. Par conséquent, nous savons que le pouvoir est capable de ne rien faire quand il y a une situation très grave et dire, bah écoutez, on verra. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'automne reviendra. Quelles sont les solutions? Ouais, non, mais je veux quand même dire les responsabilités. Moi, ma réponse est simple, responsable. Elle est de logique. S'il manque d'eau, on voit comment on fait pour la compenser. Les préfets, au lieu de s'occuper d'interdire des manifestations ou de les rendre bordéliques comme hier, doivent s'occuper de savoir comment les endroits où on manque d'eau vont être approvisionnés. Si on approvisionne, ça veut donc dire que certains usages seront dorénavant bloqués. Par exemple, Vittel doit arrêter de pomper de la flotte dans la nappe phréatique qui est en dessous, parce que les petites villes et les villages qui sont autour n'en ont pas, voyez-vous? Donc c'est eux qui devraient avoir l'eau, et pas l'entreprise Vittel qui la prend gratuitement sur le dos de tout le monde. Et ainsi de suite. On économise, c'est-à-dire qu'on partage différemment l'eau. J'aime bien Vittel, hein. Je ne peux pas faire pleuvoir, mais je vous jure que si je pouvais... La pénurie d'eau n'existe pas, en revanche, la mauvaise gestion, oui. Pour toi, la pénurie d'eau, c'est vraiment... En fait, Mélenchon, il agite un drapeau rouge qui n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de pénurie d'eau. Genre, vraiment, pour toi, c'est impossible que ça arrive, monsieur Amara. Attention, hein, je lis tes messages, Amara. Hein. Attention à toi. Hein. Attention. Vous pouvez le faire, j'irai le faire tout de suite. Et nous allons revenir en direct dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité ce midi. Ça va skip. Hop là. Il y a Zemmour après, les mecs. Hein. La soirée n'est pas terminée. La soirée n'est pas finie. Zemmour. Vous allez voir Elon Musk et Bernard Arnault ensemble. Vous allez voir Marlène Schiappa et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec Emmanuel. Wesh, la photo de malade. Il y a le PIB du Congo en une seule photo. C'est une blague? Le PIB du Congo? Non, c'est trop, wesh. Emmanuel Macron, quelle première photo choisissez-vous? Alors, Musk et Schmoll, là, et puis là-bas, pardon, qui est à côté de Musk?
Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault. Voilà. Alors on va commencer avec celle-là. Bernard Arnault. Ah, Mélenchon, t'as pas reconnu Bernard Arnault? Mélenchon, pas moi Mélenchon. Chacal. Excusez-moi, j'ai dit Schmoll, c'est une vieille habitude. Et là-bas, les deux autres... Monsieur Macron et Ben Salman. On va commencer avec Elon Musk et Bernard Arnault. Ce sont donc les deux hommes les plus riches du monde. À eux deux, 400 milliards d'euros de fortune. Cette photo a été prise cette semaine parce qu'Elon Musk est venu à l'occasion du salon Vivatech en France. Ils ont déjeuné ensemble. Et cette photo, elle a provoqué un raz de... Attends, le Congo, c'est 13 milliards d'euros. Ils ont 10 000 fois plus que le Congo. C'est une dinguerie, wesh. Marée de commentaires. Je voudrais savoir ce qu'elle inspire pour vous. Le capitalisme. Les deux personnes, comme êtres humains, je ne les connais pas, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais pour ce qu'ils représentent, oui, j'ai un avis. Les deux représentent ce qui, à mon avis, est le plus immoral dans le mode de production capitaliste, c'est-à-dire une accumulation de richesses gigantesque qui se fait nécessairement au détriment des autres. Voilà, au détriment des autres. Comme d'hab. C'est ce que les autres n'ont pas. Voilà. Et puis, tous les deux pilotent des projets qui posent problème. Alors là, bon, c'est un mania de l'opinion, mais de bien d'autres choses. Et Monsieur Musk, surtout, pose problème. C'est lui le plus... qui soulève le plus d'interrogations par d'abord ses idées. C'est un homme qui est très proche d'une forme d'extrême droite très radicale, quasi. Quoi? Elon Musk proche de l'extrême droite? Comment ça? Les fans de mon chat là, enfin les fans, les fans de mon stream qui sont fans de monsieur Elon Musk. Ah bon? Il est d'extrême droite ce mec? Non. Bah oui, tu savais pas, mais moi j'en sais rien. Moi quand je vois les tweets de Elon Musk, on sait très bien que c'est pas des tweets très à gauche. On le sait très bien que c'est un capitaliste. Donc moi j'étais plus dans le délire de la droite américaine, mais de l'extrême droite, ça veut dire que c'est un peu un complotiste. C'est un peu un dangereux le cousin quoi. Exactement. Il est républicain. T'es bête ou quoi? Tu veux que je te banne ou quoi, fils d'up? C'est un alt-right. Ok. Mais moi je connais pas les mecs. Eh, tu crois que je suis un bandit américain ou quoi, frère? Tu crois vraiment que je suis un bandit américain? Moi j'en sais rien, mon gars. Moi, je sais pas, frère. Si c'est un mec du Ku Klux Klan, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien, mon gars. Si c'est un Texan, j'en sais rien aussi, frère. Tu crois que je connais Elon Musk? Moi, je connais que Twitch. Je connais que Tesla. Et son truc dans l'espace, là, nion. Moi, je connais pas, frère. Suprématiste. Comme il a les moyens de ses idées, je le considère comme très dangereux. Il vous plaît pas sur l'aspect de développement spatial, vous qui êtes... Non, mais la gauche et la droite américaine, Joe Barty, elle est différente de la France. Donc moi je connais pas sur les États-Unis, je connais pas. Je vais pas faire le mec qui connaît alors que je connais pas. J'ai le droit de ne pas... Fils de pute, j'ai le droit de ne pas savoir, t'es bizarre. J'ai le droit de ne pas savoir ce que c'est la droite américaine et la gauche américaine. T'es qui pour me juger? T'es qui pour me juger avec tes grosses narines? C'est quoi le problème? C'est un truc de ouf. Oh, on est où là? Putain, c'est pas possible, frère. Je suis pas au courant. Tu crois que je suis Einstein? Féru du sujet, wesh, beaucoup parlé. abuse. D'abord, parce qu'il contribue à sa manière à faire avancer pour le coup la recherche et l'exploration. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui parce qu'il ne fait rien en réalité. Pardon, je vous donne mon point de vue tout cru. Tant pis, ça me vaut des problèmes. Mais Monsieur Musk n'existe que parce qu'il a des contrats de la NASA et que c'est plus l'État américain qui fait, c'est lui. Alors les Français ont été capables, avec bien moins de moyens, de développer la fusée Ariane, sur laquelle les autres pays mettent leur décalcomanie. Enfin, Monsieur Mélenchon, juste perfectionner le Monsieur Mélenchon, d'un mot, Emmanuel Macron se bat aussi pour que Elon Musk implante une usine Tesla en France. Si vous étiez président, vous n'essayeriez pas de convaincre ce type de milliardaires d'implanter des usines en France pour créer de l'emploi? Pour créer de l'emploi et des bagnoles qui consomment, qui sont... Non, je ne ferai pas ça. Si j'étais le président de la République, d'abord, je ne tiendrais pas des discours abstraits comme le président Macron qui... Plus d'usines. Non, mais d'accord, il dit qu'il faut réindustrialiser. Dès qu'il y a un type qui vient avec 3 clochettes, on dit « Ah, bravo, merci ». Bon, non, tout ça est ridicule. 3 clochettes. Réindustrialiser n'a pas de sens si on ne dit pas pourquoi faire. Par exemple, moi, je vous dirais, nous devons avoir en France une capacité de fonderie et de traitement de tel ou tel métal parce que nous en avons besoin pour faire des rails. J'avoue, Ryan, t'as raison. Pourquoi il a dit consomme? Il parle des batteries de lithium qu'on ne peut pas recycler ou il parle des voitures qui consomment? Parce que pour le coup, Tesla, c'est des voitures électriques, frérot. T'es au courant ou... Pour développer le chemin de fer ou pour fabriquer des machines ou l'eau motrice. C'est-à-dire réindustrialiser, ça ne veut rien dire. C'est le marché qui va réindustrialiser. Non, pour moi, c'est la volonté, la direction dans laquelle on va. Voilà, donc il faut faire des machines
marémotrices en France. Pour ça, il faut qu'il y ait des usines qui ouvrent. Et si personne ne veut les ouvrir, alors l'argent public peut y servir pendant un temps avant qu'on en crée des coopératives, etc. Je sais comment faire. L'autre photo, c'est donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il a donc été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. La Ligue des droits de l'homme dénonce cet entretien. Je la cite, estimant qu'il s'agit du triomphe du pouvoir. Oh là là, qu'est-ce que Macron fout avec un mec qui a assassiné un journaliste dans une ambassade? Vous vous rendez compte que le gars a assassiné, enfin a commandité un meurtre dans une ambassade, alors qu'une ambassade est censée être un sanctuaire où il n'y a jamais de dinguerie qui peut se passer à l'intérieur d'une ambassade. Lui, il a commandité un meurtre. Non, c'est trop une dinguerie, wesh. Comment Macron il peut serrer la main à un mec comme un sérieux, wesh? Qu'est-ce que... Pour qui vous avez voté, les gars? Sérieux? Pour qui vous avez voté? Et de l'argent, est-ce que vous êtes d'accord? En général, je suis plutôt de l'avis de la Ligue des droits de l'homme, cette fois-ci encore, mais je voudrais pour la majorité des Français qui sont hostiles à la peine de mort, C'était il y a 5 ans. Hein. Les mecs, on est vieux, hein. C'était il y a 5 ans l'affaire Khashoggi. Hein. Khashoggi, je crois que c'était il y a 5 ans. Hein. Khashoggi. C'était... Alors le meurtre, il était en 2018, donc dans l'ambassade de Turquie à Istanbul. Putain, on est vieux sa mère, hein. On est vieux sa mère, putain. Et toi, pour qui tu as voté au deuxième tour? J'ai voté pour personne, parce que je ne suis ni raciste, ni amnésique. Eh ouais les gars, ouais. Et j'ai voté pour personne, je ne rentre pas dans la peste ni dans le choléra. Je préfère avoir une MST. Non plus, je ne veux pas d'MST non plus. Dans son pays, on a guillotiné 196 personnes, pas guillotiné, coupé la tête au sabre. Et cette année, encore plus. C'est-à-dire, alors ça a 2 leçons. La première, c'est qu'en principe, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche avec un tel personnage, qui n'est élu par personne, je tiens quand même à le rappeler. T'as découpé au sabre. Ça vous montre que la peine de mort n'est nullement... Découpé au sabre. Attends, en Arabie Saoudite, ils font des bails fouing comme ça. Ah oui, c'est chaud quand même. Dissuasive, car il y a 7 fois plus de gens qui ont été... à qui on a coupé la tête cette année. Ouais, je suis dans Game of Thrones ou quoi, là? Par conséquent, ça montre que ça n'avance pas. Mais le fait le plus important, je demande aux Français de bien m'entendre là. Écoutez, ce type a décidé de réduire la production de pétrole de son pays. C'est ça qu'il a décidé. Donc, le prix du pétrole va augmenter si on diminue la quantité disponible. C'est donc un problème pour nous tous. Et nous avons intérêt à lui dire, monsieur, vous êtes assez gavé d'argent sur le dos du monde entier. Donc vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas? Pardon? Vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas? Comme président de la République, en principe, c'est vous qui invitez les gens. Les gens, ils viennent pas tout seuls. Si vous avez envie de leur dire des choses désagréables, dans le système diplomatique, vous envoyez vos ambassadeurs ou votre ministre pour dire, écoutez, arrêtez. Et dernier élément, pardon, il faut à tout... Bah attends, mais Mélenchon, t'es bien mignon, mais tu te prends pour qui? Genre moi, si par exemple, je suis le président d'un pays où il y a le plus grand gisement de pétrole, que tu contrôles le marché du pétrole, mais mon gars, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais ce que tu veux. Il est qui Mélenchon pour dire, monsieur, vous continuez à produire plus? Bah non, frère. Mais c'est un ouf, lui. Et c'est un malade. Je suis le big boss d'un pays où il y a le plus grand gisement de pétrole au monde. Mais mec, je contrôle le rinté. Mais moi, je contrôle le rinté mondial. Mais c'est un ouf, lui. Mais c'est un ouf. Il a juste le seum que la France n'est pas un pays grand producteur de pétrole. Il a juste le seum qu'on n'a pas un grand gisement. Il a juste le seum, frère. Mais t'es un malade mental. En plus, j'ai vu que l'entreprise Amraco, donc je crois que c'est l'une des plus grandes entreprises de capitalisation au monde, avec Apple, je crois. Amraco, je crois, ça s'appelle. Aramco. Ils ont 535 milliards de dollars. Putain, j'ai mal à la tête. 535 milliards. Et ils exploitent le plus grand gisement de pétrole au monde. Eh, j'ai mal à la tête, hein. J'ai mal à la tête. Eh, les chiffres comme ça, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, wesh. Ah là 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 là. Compris que je dise ce que j'ai à dire. Monsieur Ben Salman a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a décidé qu'il n'était pas fermé au fait que le commerce mondial ne se fasse plus en dollars. Personne n'y comprend rien, mais moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les pays qui veulent faire ça représentent 35% de l'économie mondiale. S'il décide de ne plus commercer en dollars, nous allons devant d'une catastrophe. Monsieur Ben Salman a-t-il réfléchi à ça? Ou bien s'apprête-t-il à soutenir la proposition de Jean-Luc Mélenchon qu'il y ait une monnaie commune de référence qui ne soit plus le dollar et abondée? Monsieur Mélenchon, et je dis Monsieur Mélenchon pour l'accabler, le malheureux, car c'est aussi une idée qui vient du Brésil et de la République populaire de Chine, ce qui ne se cite pas en France. Monsieur Mélenchon, on va vous montrer des images de la marche blanche qui a lieu en ce moment même en hommage à la jeune Lindsay, donc elle s'est suicidée à l'âge de
13 ans en raison du harcèlement scolaire dont elle était victime. Et elle en a fait part. Il y a un témoignage ce matin dans Le Parisien de sa meilleure amie qui raconte comment ça a commencé. C'est d'une futilité abominable. En gros, des petites filles la trouvaient trop coquette ou pas sympa ou pas assez jolie, enfin peu importe. On en est arrivé là. Bien sûr. Vous, président de la République, puisque vous en parliez il y a quelques instants, vous avez utilisé cette expression. C'est pas le cas, hein, et je ne suis pas candidat, je le rappelle. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace? Parce que ça existe depuis toujours, on pourrait citer la guerre des boutons, etc. etc. Ouais. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat. Oui, ça existait depuis toujours. Personnellement, j'en ai fait l'objet quand je suis arrivé en 6e, j'étais un petit pied noir, donc j'aime mieux vous dire qu'on a été très mal accueillis par des mots qui n'étaient pas aimables du matin au soir. Mais maintenant, ça peut devenir extrêmement obsessionnel. Hein. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut étudier ces questions avec du soin. C'est une question où on a besoin du savoir des psychologues, des sociologues, etc. pour nous aider à comprendre. On a repéré que les victimes du harcèlement étaient surtout dans l'année de transition de la 6e. Et plus particulièrement lorsqu'on tombe sur des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont à l'âge de la puberté. Donc, ce sont des moments qu'il faut observer avec attention pour savoir comment intervenir. Après, il n'y a pas d'autre solution que, premièrement, côté école, améliorer l'encadrement humain. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse aller voir quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait au moins un conseiller principal d'éducation. Puis, honnêtement, le surge, ça fait un peu peur, comme on disait. Donc, il faut qu'il y ait des surveillants avec qui on peut aller parler, à qui on dit « Attention, mon garçon, pardon, on ne parle pas comme ça, monsieur, madame, vous devez être à l'écoute des gens, regardez bien, faites attention. » Et côté parents, aussi, il faut dire aux parents, les parents ne sont pas préparés. Regardez un parent, il va dire, si vous donnez quelque chose à un gosse, le gosse va prendre. Et le parent va en général dire, on dit merci, alors il dit merci. Les parents sont préparés à une série de codes sociaux, mais ils ne sont pas préparés à tous. Et donc, ils ignorent totalement ce que peut être le harcèlement et surtout la violence de ce qu'on ressent. Alors souvent, les parents, en l'espèce dans l'affaire de la petite Lindsay, parfois étaient pas du tout, parfois même accompagnés le harcèlement ou étaient parfois complices. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui ne mesurent pas ce que sont en train de faire leurs enfants. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si c'est ça, c'est absolument condamnable. Par contre, les gens qui sont là, c'est très important, qui viennent à la marche, etc. Pourquoi? Parce qu'ils rendent majoritaire une idée. Ouais, mais Mélenchon, excuse-moi, hein, les gens qui sont venus à la marche, je suis presque sûr qu'il y a des témoins de la scène qui n'ont même pas bougé le petit doigt pour aller sauver cette pauvre Lindsay. Et là, maintenant qu'elle est morte, ils font les mecs qui vont à la marche blanche. Moi, je pense qu'il y a une Zumba autour de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que plein de parents vont dire « Ah ben oui, quand même, moi je suis d'accord avec eux. » Et donc, à partir de là, peut-être vont-ils être plus vigilants et dire à leurs enfants... Il y a beaucoup d'acteurs, bah ouais. Tu fais quoi là avec ton ordinateur là? T'écris à qui? Voilà. Jean-Luc Mélenchon, sujet qui concerne l'école, ouais. Oui, qui concerne des écoles élémentaires à Nice. Vous avez dû en entendre parler. Il y a eu, il y a quelques jours de ça, des prières musulmanes qui ont été faites à l'heure du déjeuner. Oh là là, le main event. Oh putain les mecs, oh putain, ça va parler des musulmans. Let's go, les Arabes. Oh là 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 là. Alerte. Oh bordel de merde. Encore vous les gars, c'est toujours vous. Comme par hasard, la question où il y aura le plus d'audience, c'est la question des musulmans. Vous rentrez dans le cercle, les musulmans. Questionné par quelques élèves, c'est un phénomène assez limité, mais Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, parle de graves atteintes à la laïcité. Est-ce que vous êtes vous aussi choqué? Est-ce que vous reprendriez ces mots-là? Donc pas choqué du tout, apparemment. D'accord, je suppose que je dois être choqué. T'aimes trop l'embrouille, Dofla, t'es malsain. Ouais, j'aime l'embrouille. Je vais même me redresser de ma chaise pour assister et être spectateur de cette embrouille. Ouais, moi j'aime ça, ouais. Mais ouais, mon garçon. On va dire que réellement, le problème de l'école primaire aujourd'hui, c'est pas ça. C'est les classes qu'on ferme, c'est les gosses qui peuvent pas manger, c'est les 8 millions de Français qui mangent pas leur faim, qui bouffent les restes de leurs gosses. Enfin, c'est la cata qui se répand dans ce pays social. Alors après, il y a une règle qui s'appelle la laïcité. Qui va dire on est d'accord avec une prière à l'école, quelle qu'elle soit, que ce soit une prière catholique, musulmane, juive ou ce qu'on veut? Personne. Nous ne sommes pas d'accord. Et je vais dire une chose. Moi, je ne suis pas théologien. Par conséquent, c'est pas à moi de dire. Mais la prière, en général, dans toutes les religions du monde, est entourée d'un certain nombre de précautions. Dans l'islam, en particulier, il y a des ablutions, etc. Les catholiques, normalement, doivent prier, s'ils suivent la Bible, 7 fois par jour. S'ils suivent la religion telle qu'elle est pratiquée, c'est 3 fois par jour. Et là, ce sont des enfants. Mais on ne va pas faire ça à l'école. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane du Maghreb et français, c'est un islam qui dit qu'il faut se soumettre aux lois du pays
pays dans lequel on est. Par conséquent, ceux qui font ces prières se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable, ni du point de vue de l'école, ni du point de vue de la religion. Rapidement, la question que vous pose aussi Amandine, c'est celle du respect de la laïcité à l'école. On a vu ces derniers temps aussi... Mais pourquoi vous faites le commentaire de ces questions? Non, parce que c'est pour rebondir. La question est très claire. Elle est assez grande pour parler, mais ça malade, Mélenchon, c'est un ouf, c'est un ouf. C'est pour rebondir. Un phénomène de recrudescence du port d'abaya à l'école qui a été quantifié. Là encore, 500 signalements, sans doute beaucoup plus, parce que ça n'a pas été signalé. Quand on a entendu les réactions dans votre camp, on disait non, il faut pas s'en prendre, faut pas stigmatiser la communauté musulmane. Attention à l'islamophobie. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de déni de ne pas voir ce qui se passe dans certains collèges, dans certains lycées sur ce sujet? Non, il n'y a pas de déni et il y a une obsession de votre part. C'est obsessionnel. Il faut continuellement que vous parliez de tout ce qui, de près ou de loin, permet de montrer du doigt les musulmans. Alors, T'as raison, mon gars! C'est la faute des journalistes! Je le dis tous les jours sur mes streams, tous les jours je dis sur mes streams que c'est les journalistes qui font l'actualité avec les musulmans en première partie, en deuxième partie, en troisième partie. On invite Chalgoumi, on invite je sais pas qui, mais il y a que Chalgoumi, parce que c'est le seul représentant des musulmans de France. On invite Chalgoumi, encore toujours Chalgoumi, frère. Ça y est, on est fatigué, gros. On est fatigué, wesh. Il a raison, Mélenchon. On n'en peut plus ces journalistes qui parlent tout le temps des Arabes, des musulmans. Ah ben il y a Jean Messia aussi, il y a Jean Messia. Jean Messia pour la détestation des musulmans, ouais. Julien Audoul pour la détestation des musulmans aussi, ouais. Je le redis, vous pouvez dire que c'est pas votre avis, c'est le mien. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Donc le port d'abaya, c'est pas un problème. L'abaya n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue musulmane. Et certains disaient la même chose pour le voile, monsieur Mélenchon. Mais attendez, monsieur, vous êtes un savant de la théologie musulmane, tout, je m'incline devant vous. Mais l'organisation qui s'occupe du culte musulman en France, qui peut-être a une le CFCM, petite supériorité en matière de religion que vous. Hein. Je veux pas critiquer votre connaissance de l'islam. Mais eux, ils disent que c'est pas une tenue musulmane. Donc vous vous alignez sur la position du CFCM et vous dites les abayas, pas de problème, on peut continuer à en porter au collège. On va avancer, s'il vous plaît. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, tiens, pour une fois, je vais être d'accord. Et je voudrais quand même dire... Attendez, mais monsieur Duhamel. Il se prend pour qui, Duhamel? Ouais, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Et alors, tu vas faire quoi, monsieur Duhamel? Mais c'est un ouf, lui. C'est un malade mental, ce mec. Vous êtes là pour ça, je sais ce que vous faites. Hein, tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Ouais, bon, on a compris. Alors... L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, on ne peut pas dire que ça n'a rien de religieux. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois... à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les intéressés. Et ça dure quelques temps. Bon, après, la fille de monsieur Duhamel qui va porter un abaya, ça m'étonnerait quand même. Bon, faut doser un petit peu, monsieur Mélenchon. Hein. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. L'abaya, il y en a des grandes, des petites, des moyennes. Et après tout, vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Est-ce que vous savez que l'homosexualité est réprimée? C'était dans la loi jusqu'à 1982, monsieur Duhamel. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change. C'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays en les montrant. Oh, attends, mais c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Attends, mais c'est ce que j'ai dit. Son discours, c'est en mode l'abaya, c'est une mode où les gens, comme j'avais fait l'illustration avec les feiyoux, genre la chaussure feiyoux, c'est une mode qui va peut-être finir par disparaître, etc. Ces chaussures-là, merde. Attends, mais je parle comme Mélenchon, est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce que je dois être content? Genre ça, c'était à la mode, les mecs. C'était à la mode, ce truc. Les gens, ils ont arrêté de porter ça. Et Mélenchon, il tient quasiment le même discours. Genre, les filles, elles portent l'abaya, mais ça se trouve, le lendemain ou l'année prochaine, on va passer à autre chose, etc. Non, je dois être content,
Pensez comme Mélenchon, faut que je sois content. Le petit communiste qui sommeille en moi, il est content. J'aime bien. Monsieur Mélenchon, l'actualité a été marquée par un nouveau drame en mer Méditerranée avec la mort de migrants. À un moment où l'Union européenne, sous présidence suédoise, se met d'accord sur de nouvelles règles pour l'accueil des réfugiés dans l'espace Schengen, avec, en gros, pour dire les choses rapidement, une nouvelle répartition, si on peut dire les choses comme ça, des gens qui arrivent, et une sanction financière de 20 000 € par réfugié pour les pays qui refuseraient de les accueillir. Tout ça a prêté lieu à des discussions assez tendues. Comment est-ce que vous vous situez sur ce sujet ? Alors, d'abord, ce qui se passe en Méditerranée est abominable, hein, on est tous d'accord. Le comportement des autorités grecques est atroce. J'ai lu un article de Libération où ils disent que les gardes-côtes refoutent les gens à la mer, des fois les attachent, enfin bon, c'est abominable. Les attachent, what ? Donc les autorités grecques ne doivent pas se comporter comme ça et on doit les montrer du doigt. Mais après, on comprend une chose, c'est qu'avec les accords de Dublin, là où vous arrivez, vous restez. Donc celui qui est là au bord, il est mal. Bon, c'est-à-dire les Grecs, les Italiens et en partie nous les Français, comme nous sommes plus loin des zones de départ, moins. Bon, donc ça c'est inacceptable. Ah, ça provoque des débats absurdes. Parce que ça fait maintenant quelque chose comme 30 ans que tous les ans, nous avons une circulaire ou une loi. Tous les ans. Et ça donne quoi comme résultat ? Rien, que l'année d'après, on en reparle et on refait une circulaire ou on refait une loi. Je voudrais que les Français se souviennent, au moment où on parle de cette immigration qui peut-être fait peur à certains d'entre eux, hein, je voudrais qu'ils se rappellent que 131 000 Français ont quitté la France en 2021. Que 800 000 Grecs ont quitté la Grèce depuis 2008, portugais, et 400 000 Grecs. Autrement dit, nous aussi nous migrons. Et si nous ne voulons pas que nos enfants, nos familles soient maltraitées, peut-être peut-on réfléchir à ce qu'on fait. Vous m'avez posé la question de l'Union européenne. Ce qu'a décidé l'Union européenne est une honte. Ils ont dit quoi ? Parce que normalement, on devrait dire, aucun d'entre nous n'a envie de voir arriver comme ça des gens. Il va en arriver de plus en plus, compte tenu du changement climatique. Voilà, c'est ce que je disais aussi. Il faut répartir d'autorité. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, il est là, on le met à un endroit, comment vous appelez, d'où c'est que vous venez, etc. Et on dit, vous allez en Allemagne, vous allez en Suède, vous allez... Il y a des pays qui veulent pas. Alors, à l'arrivée, ils veulent pas, mais la question n'est pas de savoir s'ils veulent ou pas. La question est de savoir si c'est nécessaire ou pas. Est-ce que ces pays sont d'accord pour dire alors la Grèce et l'Italie recueillent tous les immigrés qui passent la mer ? À quoi ça sert d'être l'Union européenne ? Maintenant, votre présentation aussi pose problème. Je ne vous en veux pas. Non, c'est ce qui est écrit. Il faut voir comment ils présentent les choses. Ils disent il y a une sanction de 20 000 € quand vous refusez. Vous n'avez pas compris le truc. C'est que si vous donnez 20 000 €, vous êtes débarrassé. Oui, c'est ça. Eh ben oui. Non, mais c'est quand même pas la même chose. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent pour se payer le fait qu'ils n'aient pas d'immigrés, ils y ont droit, par exemple, Alors les Allemands. Mais les Allemands, ils les accueillent. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque presque 30 000 scientifiques chez eux. Alors, monsieur, je termine. L'abomination par-dessus tout, c'est qu'on ait décidé d'inventer l'expulsion vers des pays tiers sûrs. C'est-à-dire, je vous expulse, et le pays d'où vous venez veut pas de vous. Ou vous dit c'est pas moi je le connais pas celui-là, alors on ne sait pas quoi faire de vous. Ça vous donne une obligation de quitter le territoire et vous restez là. On a inventé les hotspots, c'est-à-dire qu'on va installer des camps dans les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça commence immédiatement avec qui ? Avec ceux qui ne peuvent pas dire non. C'est-à-dire la Tunisie qui aujourd'hui est pris à la gorge par le FMI. On lui dit, si vous prenez un camp pour faire le hotspot, alors Monsieur Mélenchon, les gens qui sont chez vous, nous vous paierons pour ça. À ce moment-là, le FMI viendra. Mais c'est ça aussi le point de divergence à la Tunisie. Il y avait un scandale qui avait lieu en Tunisie, mais je crois que il y avait beaucoup de fake news, comme quoi le président tunisien avait dit qu'il y aura un changement de population. En quelque sorte, le grand remplacement va arriver en Tunisie. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et je sais pas c'est devenu quoi actuellement. Moi je passe à des Tunisiens sur mon stream, comment ça se passe, etc. Mais c'était assez tendu, hein. Je crois que c'était l'année dernière. Ça s'est passé l'année dernière. Ouais, il y avait beaucoup de Noirs qui avaient subi du racisme dans le pays. Et franchement, c'était assez tendu en Tunisie. Hein. C'était très tendu. Hein. Très, très, très tendu. Pourquoi tu dis fake news ? Non, en gros, quand je dis fake news, je parle pas du discours du président. Le discours, en soi, il l'a tenu. Mais je parle par rapport aux vidéos. Parce que, par exemple, j'avais fait un tweet par rapport à ça. Et il y avait beaucoup de personnes, des Tunisiens qui sont venus dans mes DM en mode « Attention, ça c'est une fake news. Regarde, cette vidéo date d'il y a 3-4 ans. Fais attention à ce que tu relais. » Moi, j'étais en mode
Ok, je vais faire attention parce qu'après on va commencer à me casser les couilles. Mais ce qui n'est pas fake news, c'est le discours du président. Oui, ça je suis d'accord. C'était il y a 3 mois, c'était pas l'année dernière. Ok, c'était récent, ok. Parce que pour moi, quand je disais l'année dernière, je disais décembre 2022, quelque chose comme ça. Je pensais que c'était en décembre. C'est récent, genre récent, ok, bon bah my bad. Et pour par exemple, les vidéos qui tournaient, les vidéos de violence envers la communauté noire, les étudiants, etc., il y avait des vidéos qui étaient authentiques, mais il y avait aussi beaucoup de vidéos fake news en mode, c'était pas le même contexte. C'est juste ça les mecs, c'est juste ça. C'était juste pas le même contexte, c'est tout. Et depuis, leurs commerces sont boycottés. Ouais, je sais qu'en Tunisie, c'était très... en Tunisie, c'est très chaud ce qui s'est passé, hein. C'était le 21 février 2022. 2022 ou 2023? Parce que du coup, c'est l'année dernière. Ah ouais? Il est allé jusqu'à accuser les immigrés illégaux d'Afrique subsaharienne de modifier la composition démographique de la Tunisie. Donc, en quelque sorte, le grand remplacement. On est littéralement dans ça. Hein. On est littéralement dans ça. Quand il parle comme ça, c'est ce qu'il pense, quoi. Que la population tunisienne sera grand remplacée, quoi. Et dira, Monsieur Mélenchon, oui, s'il vous plaît. Vous devez prendre cet argent, donc prendre ces dividendes. Au sujet de l'Europe, justement, puisque les élections européennes vont arriver à gauche, il y a un sujet de discussion, de débat, j'imagine, entre vous, notamment Madame Tondelier, qui dirige Europe Écologie Les Verts, c'est de savoir s'il y aura une moi, je discute avec personne, je ne suis responsable de rien. Est-ce qu'il y aura une liste Ils sont unique 10 millions les Noirs. En gros, il y a un argumentaire d'un côté, c'est si on y va chacun dans notre côté à gauche, on nous additionne, on sera plus puissant que si on y va en liste commune. Vous dites quoi? Vous voulez une liste unique? Ah ben moi, Est-ce que c'est une fin de recevoir toutes les autres propositions? mes camarades de la NUPES, nous avons été capables de signer ça. Vous voyez, je vous montre dans les pêcheurs et dans c'est-à-dire 600 propositions communes, dont presque 10 pages sur l'Europe. Donc c'est pas vrai qu'on est divergents. Ce n'est pas vrai. Vous êtes quand même beaucoup plus sceptique sur l'Europe que les écologistes, par exemple. Vous êtes beaucoup plus sceptique. Mais si vous, moi je suis une question de cohérence. Je vais vous donner un autre exemple. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique. Bon, il y a plein de gens avec qui je milite dans mon parti autour qui ne sont pas de l'école du matérialisme philosophique. On vit très bien ensemble, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire en Europe. En Europe, on ne va pas voter sur la Constitution européenne, il n'y en a pas. On ne va pas voter sur le fédéralisme. On va voter sur des mesures qui concernent, tournez les pages, la spéculation sur l'argent. Donc vous leur demandez de faire une liste commune absolument pour ces élections. Mais je vous demande, attendez, je veux maintenant... Vous êtes pour ou contre l'Europe fédérale, les gars? Les États-Unis d'Europe, vous êtes pour ou pas, vous, l'Europe fédérale où il y a plus de droits plus de droits et de lois pour nos pays, etc., au lieu d'être soumis à la Commission européenne? Moi, je suis pas contre, hein. Franchement, une Europe fédérale où on récupère un peu nos frontières, je dirais pas non. D'être la soumise de la Commission, je suis pas très chaud, hein. Je suis pas très chaud, hein. Une Europe fédérale, pourquoi pas? Après, évidemment, il faudrait les contours. Mais en quelque sorte, si on se base sur les États-Unis d'Amérique, sur comment les États des États-Unis d'Amérique gèrent, par exemple, je sais pas moi, je vous dis des bêtises, Los Angeles et New York, par exemple, ils ont pas voté les mêmes lois. Chaque État peut voter leur propre loi. Vous avez compris ou pas? Donc, les gens, je sais pas si c'est Mélenchon qui pense comme ça, mais il y a des gens qui veulent des États fédéraux, un peu comme les États-Unis. Donc c'est grossièrement dit les mecs, hein, c'est grossièrement dit. Je vous conseille d'aller consulter des vidéos sur internet et même des articles qui parlent de l'Europe fédérale. N'hésitez pas les mecs, n'hésitez pas à regarder ça, c'est très intéressant. Donc c'est à l'opposition des pays qui sont soumis à la Commission européenne parce qu'ils doivent respecter des normes, des règles, voter telle ou telle loi, comme par exemple la réforme des retraites. On sait que c'est la Commission européenne et les BlackRock, les grandes entreprises qui te disent il faut repousser l'âge de départ à la retraite, sinon c'est la banqueroute, sinon on ne pourra plus vous donner d'argent, on va devoir emprunter avec des taux d'intérêt super élevés, etc., etc. La Commission européenne, mes gars. Eh oui, mes gars, sûr, eh oui. C'est ça en quelque sorte. Donc, regardez franchement, les mecs, si vous êtes intéressés par ça, n'hésitez pas à consulter des articles et des vidéos qui parlent de cette vision de l'Europe qui se veut Europe fédérale. T'as vraiment 30 ans. Bah quoi? Ça fait quoi que j'ai 30 ans? Y a un problème? Pourquoi? GG Dofla, t'as très bien cerné le problème. Les gars, je suis pas débile. Les gars, j'en ai dans le crâne. Eh, c'est pas parce que je suis noir que je suis con. T'es bête ou quoi? Les noirs sont super... quoi? Comment... Wesh, quoi? Attends, je vais mettre play vite.
Comment ça, mon ref? Sur ce point, répondre avec la plus grande gravité, le plus grand sérieux. Nous ne sommes pas là, chacun, pour faire cuire notre petite soupe sur notre petit feu. Si nous sommes ensemble, les sondages disent que nous arrivons en tête. C'est-à-dire que nous préparons les élections suivantes, en particulier les élections présidentielles, en étant la première force politique du pays, la NUPES. C'est très important. Nous venons de mener 8 mois d'une bataille terrible contre les macronistes. Nous battrions le Front National. Nous devons notre unité au pays. Nous ne nous appartenons. Nous battrions, ça se dit ça? Attends, attends, quoi? Nous battrions. Ah ouais, ça se dit. Putain, c'est la première fois que j'entends ça, wesh. Nous battrions, putain. Et juste pour être très clair, Jean-Luc Mélenchon, si vous ne partez pas ensemble, vous dites la NUPES, c'est terminé. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites toujours les réponses à la place des autres. Attendez, vous l'avez dit il y a 20 minutes et simplement j'essaye de préciser votre pensée. C'était même une forme de menace. Je vous cite. 20 minutes m'a dit, est-ce qu'il y a le risque que... Jean-Luc Mélenchon, s'il n'y a pas d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle? Ce sont vos propos dans 20 minutes, c'est une menace. Oui, ça n'est pas ce que vient de dire M. Duhamel. Est-ce que vous réitérez cette menace? Non, pardon, attendez. Je ne menace personne, madame. Je donne un avis. C'est votre jeu, après avoir dit la NUPES et Mélenchon qui dirigent tout, de manière à essayer de les écœurer. Non, c'est certains de vos opposants. Vous êtes arrivés à rien. Nous arrivons en tête dans les sondages. 6 élections partielles, nous gagnons 1 siège. Nous en perdons 1, et pour nous le faire perdre, il a fallu que tous les autres, depuis les fascistes jusqu'à monsieur les socialistes hollandais et compagnie, madame Delga, il a fallu qu'ils se mettent tous d'accord pour nous battre. Par conséquent, nous sommes la force. Et vous répondez pas à la question. Je dis que la force doit s'exprimer politiquement. Je répète, madame, vous venez d'avoir l'honnêteté de lire ce que j'ai dit, pas la traduction de monsieur Duhamel, mais vous l'avez assorti d'un verbe, je menace. Je ne menace personne. Je dis ce qui est. Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous discutez? Êtes-vous capable de dire le contraire de ce que je vais dire maintenant? Si nous sommes en liste divisée aux élections européennes, nous serons en liste divisée aux municipales. Oui, madame, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Verts décident localement. Donc, nous serons divisés aux élections municipales. Et si nous sommes divisés aux 2 élections qui précèdent l'élection présidentielle, expliquez-moi comment on fait pour expliquer ensuite qu'on se retrouve. Je termine sur une chose. Il a raison sur ça. Puisque vous m'avez posé la question sur l'Europe. Le président de la République française a plus de pouvoir sur l'Union européenne, son développement, son évolution, les lois qui s'y présentent, que les parlementaires européens. Alors comment va-t-on dire, nous ne sommes d'accord sur rien, donc nous avons des listes différentes aux européennes, mais aux présidentielles où là il y a un pouvoir, alors là on n'aura pas de candidat commun parce qu'il y aura des problèmes à nouveau, il y aura un candidat commun qui aura plus de pouvoir. Supposez que... Le président de la République a plus de pouvoir que les députés européens, putain c'est où ça? Ce soit un insoumis ou une insoumise qui soit candidat ou candidat à l'élection présidentielle. Elle aura naturellement plus de pouvoir en étant élu que n'en auront tous les députés européens français. Par conséquent, si tout le monde m'a bien suivi, je dis que nous avons la responsabilité d'être unis parce que nous le pouvons. Nous avons un programme qui a déjà été signé par tout le monde. Alors moi, pardonnez-moi, Monsieur Mélenchon, comme vous avez mentionné vous-même à plusieurs reprises. Un texte, puis après je m'en fous. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Oui. Comme vous avez vous-même mentionné à plusieurs reprises l'élection présidentielle de 2027, est-ce que vous excluez-vous de vous y présenter? Ah ben moi, je préfère vous dire que c'est ma préférence, hein. Ah ben de loin. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont en mal de je ne sais quoi pour penser que c'est un statut délicieux. Quand on a fait 3 campagnes présidentielles, je vous garantis qu'on a la chair de poule. Vous dites d'ailleurs à la éviter, mais vous ne l'excluez pas. Mais attendez, monsieur Duhamel, il y a plein de gens qui sont capables d'être candidats aujourd'hui dans les insoumis. D'ailleurs, les noms qu'on nous propose, c'est toujours des insoumis. Soit on parle... Putain, mais moi je suis désolé, hein. Pour moi les mecs, je vous dis la vérité, hein. Pour être un président de la République, il faut avoir un certain charisme, non? Genre Manuel Bompard, je l'aime bien et tout, mais il est pas très joli à voir, hein. Enfin... Ouais, je fais un délit de faciès, ouais les gars, je fais un délit de faciès, qu'est-ce que tu vas faire? On est sur internet gros, François Hollande, il avait un charisme les mecs, parce qu'il était pas gros, genre il était pas, bon je dis pas que tous les gros sont moches, mais il était affûté, genre il avait une calvitie mais il était affûté. Ségolène Royal, elle était mignonne, elle avait un sens du détail. Tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as capté, quoi. Nicolas Sarkozy, bon. Après, les gars, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Vous mettez Sarkozy, vous mettez François Hollande, vous mettez Ségolène Royal, vous mettez Marine Le Pen, et après,
tout ça, vous mettez Manuel Bompard. Excuse-moi, y a un problème quoi. Enfin, désolé de le dire. Manuel Bompard. Genre, excusez-moi, hein, vraiment. C'est. Excusez-moi. Manuel Bompard, il faut que tu sois un peu. Je sais pas, un peu plus. Je sais pas, mec. David Guiraud, c'est un BG. Adrien Quatennens, ça va. Mais est-ce que le fait qu'il soit roux va peut-être bloquer parmi l'esprit des Français? Genre. Est-ce que les Français ils ont envie d'avoir un petit roux président de la République? On sait pas, tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Moi je pense que les Français sont peut-être prêts, on sait pas. Hein. Jamais je vote pour un roux. Bizarre, hein. Attention à toi. Hein. Attention. Bardella ou rien. Il aura quel âge Bardella en 2027? On a déjà fait les comptes, je crois. Bardella. Là, on est sur un stream où on fait que de critiquer le physique des gens. C'est pas bien ce que je fais, hein. 27 plus 4. Il aura 31 ans. Trop jeune. Il sera jamais président de la République, les gars. Arrêtez de rêver, hein. Il a 31 ans. Là, pour le coup, on est sur la beauté. Vas-y, si tu veux, c'est un petit BG. Ça reste quand même un mec d'extrême droite. Et ça reste un mec qui a 31 ans. Donc, excusez-moi, mais Bardella... les Français ne vont pas voter pour un mec qui a pas un gros bagage politique, quoi. 31 ans, frérot, il a pas d'expérience, quoi. Vraiment, je suis en roue libre. Hein. Vraiment, j'ai littéralement fait que des critiques physiques. Et alors, les gars, on sort de l'usine, on a des mains pleines de pétrole, de la saleté, des moustiques, des cadavres de moustiques, des cloques, parce qu'on a fait que de tourner. Mon gars, laissez-nous critiquer un peu le physique des gens, on est où là? Pas toi, moi mon usine s'appelle... merde, comment s'appelle mon usine où je travaille? Moulinex, je travaille à Moulinex. Tu veux chercher l'usine Moulinex? Va, tape sur internet Moulinex Saint-Denis. T'es un ouf toi. De moi, soit on parle de monsieur Ruffin, sauf erreur, c'est un insoumis. Mais un ouf. Madame Panot, n'en déplaise au sexisme ordinaire sur les plateaux, c'est la présidente du groupe parlementaire insoumis. Et pas parce que c'est moi qui l'ai nommé, mais parce qu'ils l'ont élu. Et de même, monsieur Bompard, et de même, etc. Et juste, il nous reste très peu de temps. Ça a beaucoup choqué certains de vos partenaires que vous citiez comme potentiel candidat à l'élection présidentielle, Adrien Quatennens. Est-ce qu'on peut être candidat à l'élection présidentielle quand on a été condamné pour violence conjugale? Sandrine Rousseau dit c'est pas une bonne solution, et Jean-Luc Mélenchon fait une fixation avec Adrien Quatennens. On a compris. Vous cherchez à voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une bataille. D'abord, je vais vous dire une chose. S'il doit être candidat, c'est pas moi qui le déciderai, c'est lui. Deuxièmement, tout le monde a compris qu'il va falloir qu'il repasse une fois au moins à l'élection législative. Donc, si vous voulez, laissons ça de côté. Moi, j'ai cité les noms des quelques noms brillants. Donc, c'est pas rédhibitoire d'être condamné pour violence conjugale. Mais bien sûr que non. François Mitterrand s'est fait choper dans une histoire catastrophique. Il a quand même été élu président 2 fois de la Merci République. beaucoup. Monsieur Chirac avait des histoires de toutes sortes. Ce n'est pas le sujet. Je vais vous apprendre quelque chose, jeune homme, Et on va s'arrêter là, qui existe dans la vie. Ça s'appelle le pardon. Ça vous vient pas à l'esprit, mais ça existe. Ça veut dire le temps passe, vous avez fait une bêtise, une grosse, une moyenne, et notre temps a passé, on s'arrête là. Et puis vous avez purgé. Merci beaucoup, donc monsieur Mélenchon. Quatennens n'est pas condamné à vie. Mais les autres sont brillantissimes. Pourquoi ne me parlez-vous Monsieur pas de Mélenchon, Madame s'il vous plaît, Panot on s'arrête là. comme Je suis candidate désolé, à la on présidence, n'a plus le temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Je vous TV. rappelle un très beau livre. Il a débuté quand même sur la fin. Il veut pas s'arrêter le poteau, hein. Putain.